Édouard le Confesseur, dernier roi anglo-saxon de la maison de Wessex, a grandi durant l'une des périodes les plus turbulentes de l'histoire anglaise. Septième fils du roi Ethelred l'Indécis, il ne devait pas régner. Cependant, la conquête viking et la disparition de sa famille firent de lui l'un des rares héritiers restants de la maison de Wessex, premier roi de toute l'Angleterre. Voici l'histoire tragique d'Édouard le Confesseur, un homme qui allait restaurer la puissance de sa maison, mais qui, durant son long règne politiquement faible, allait déclencher l'un des événements les plus marquants de l'histoire anglaise, l'invasion normande et la disparition définitive de la culture anglo-saxonne. Voici son histoire. Édouard, né en 1003, était le septième fils du roi Ethelred l'Indécis et d'Emma de Normandie. En tant que plus jeune des enfants d'Ethelred, Édouard avait peu d'espoir de monter un jour sur le trône. Il a grandi dans la richesse et le privilège de la cour anglo-saxonne de son père, protégé du monde extérieur. Pourtant, pendant ses années de formation, l'Angleterre devint de plus en plus la cible d'invasions vikings menées par Sven à la barbe fourchue, roi du Danemark et de Norvège, et par les Jomsvikings dirigés par Thorkel le Grand. Ces forces vikings ont pillé et ravagé le royaume sans relâche, laissant la dévastation derrière elles. Ethelred, incapable d'unir les armées divisées de son royaume, vit son règne vaciller. En l'an 1013, les Vikings ont envahi le royaume et Sweyn Barbe Fourchue s'est emparé du trône d'Angleterre. À seulement 10 ans, Édouard fut contraint à l'exil en Normandie, une terre devenue un refuge temporaire pour la famille royale anglo-saxonne déplacée. Avec Sweyn désormais couronné roi, Édouard, autrefois jeune prince privilégié, n'était plus qu'un simple garçon en exil, son père étant un roi sans trône. Cependant, le destin allait offrir un bref répit. Le règne de Sweyn fut bref et éphémère. Il est mort après seulement 5 semaines sur le trône, à environ 50 ans. Avec la mort du légendaire roi viking, les nobles anglo-saxons, désireux de restaurer l'un des leurs, invitèrent Ethelred à revenir en Angleterre. Le trône fut repris, et Édouard vit de nouveau l'espoir à l'horizon. Pourtant, après seulement 3 ans de règne, Ethelred mourut, et avec sa mort, l'Angleterre fut de nouveau plongée dans le chaos. Le fils de Sweyn, Canute, lança une nouvelle invasion, déterminé à achever ce que son père avait commencé. À la suite de la mort d'Ethelred, le demi-frère d'Édouard, Edmund Côte de Fer, fut couronné roi d'Angleterre. Edmund allait porter le flambeau de la résistance, luttant férocement contre les forces vikings de Canute, lors d'une série de batailles brutales et sanglantes qui devinrent légendaires dans l'histoire anglaise. Les récits scandinaves suggèrent de même qu'Édouard, bien qu'il n'ait pas plus de 13 ans, convalescent, aurait combattu aux côtés d'Edmund sur le champ de bataille, bien que cette affirmation reste contestée par les historiens. Finalement, le conflit entre Edmund et Canute allait atteindre une conclusion sombre. Les deux hommes acceptèrent de diviser le royaume entre eux, partageant le titre de corroi. Après avoir enduré plusieurs batailles éprouvantes, Edmund succomba soit à ses blessures, soit il fut assassiné, laissant Canute comme le souverain incontesté de l'Angleterre. Encore une fois, Édouard fut exilé. Cette fois, le royaume était entièrement entre les mains des Vikings. Le règne du Wessex s'est éteint, anéantissant les espoirs d'Édouard de retrouver son héritage. Sa mère, Emma de Normandie, avait épousé en secondes noces Knut, l'homme même qui avait conquis leur patrie, et ensemble, ils régnèrent sur l'Angleterre tandis qu'Édouard restait dans l'ombre en Normandie. La même année, Knut ordonna l'exécution du dernier demi-frère aîné survivant d'Édouard, Eadwig approfondissant encore les blessures qui tourmentaient Édouard depuis longtemps. Les tragédies incessantes de la jeunesse d'Édouard, la mort de sa famille, la destruction de sa maison et la trahison ressentie de sa mère allaient laisser une marque indélébile sur son âme. Ces événements remplis de chagrin et de pertes ont sans aucun doute façonné Édouard en un homme amer et en colère. Dans ces dernières années, il devint tristement célèbre pour son tempérament violent et ses accès de rage, reflet de la douleur profonde et du chagrin qui avait couvé en lui tout au long de sa vie.
Ces premières années de tourmente, marquées par les invasions vikings, l'exil et l'anéantissement de l'héritage de sa famille, ont laissé un homme brisé par la dureté du destin. Édouard a longtemps vécu à la cour normande. Sa mère, Emma de Normandie, s'était remariée avec Knut le Grand, le roi viking le plus puissant de son époque, et ensemble ils eurent 2 enfants, un fils nommé Hardeknut et une fille nommée Gunhildr. Le mariage d'Emma avec Knut aurait été fondé sur une véritable affection et de l'amour, en contraste frappant avec son premier mariage, avec Ethelred l'un des 6, qui n'avait été motivé que par la nécessité politique. Knut, un roi d'une capacité et d'une ambition extraordinaires, parvint à dominer non seulement l'Angleterre, mais aussi le Danemark et la Norvège, établissant ainsi l'empire de la mer du Nord. Le règne prospère de Knut rehaussait aussi le statut d'Emma. Les réalisations remarquables de Knut, le roi viking le plus puissant de tous les temps, lui valurent une gloire sans pareille, et Emma, en tant que reine, partagea ce prestige nouvellement acquis. Ses enfants avec Knut, en particulier Hardeknut, qui était préparé à prendre les trônes d'Angleterre et du Danemark, devinrent sa préoccupation principale. Pendant ce temps, Édouard restait dans l'ombre, caché en Normandie, loin de la grandeur de la nouvelle vie de sa mère. Il était, en pratique, oublié, relégué à une pensée secondaire à la cour de la nouvelle famille de sa mère. Il n'est pas clair si Emma a fait des efforts pour rendre visite à son fils exilé pendant cette période, mais l'absence de tels gestes, associée à sa préférence évidente pour ses enfants avec Knut, aurait sans aucun doute profondément blessé Édouard. En vieillissant, Édouard ressentait une amertume croissante envers sa mère. Sa perception d'Emma dans ces dernières années était obscurcie par un sentiment de ressentiment, car il se sentait abandonné par celle qui, autrefois sa protectrice, avait désormais tourné son affection vers sa nouvelle famille. Dans sa quête de pouvoir et pour assurer l'avenir de son fils Hardeknut, Emma a négligé Édouard, le laissant isolé, prince oublié dans une terre étrangère. Knut régnerait en Angleterre de l'an 1016 jusqu'à sa mort en l'an 1035. Édouard avait environ 32 ans quand la nouvelle de la mort de Knut arriva en Normandie. Édouard et son frère, Alfred Ætling, élaborèrent un plan pour lancer une expédition en Angleterre avec une armée de mercenaires normands. Ils cherchaient à reprendre leur terre ancestrale et à rendre l'Angleterre à la domination de la maison de Wessex. Cependant, le fils aîné de Canute, issu de son premier mariage, nommé Harold Hereford, soutenait qu'il devait être le prochain roi d'Angleterre. Il était le fils aîné de Canute, et sa mère était Elfgifu de Northampton, une noble de Northumbrie. Plusieurs nobles du Nord se rallieraient à sa cause. Godwin, le comte de Wessex, un homme que Canute avait élevé au pouvoir, était en faveur de l'ascension de Harthacnut, tout comme Emma de Normandie. Mais le Witton soutenait qu'ils avaient immédiatement besoin d'un régent jusqu'à ce que Harthacnut vienne réclamer le trône. Ainsi, Harold Hereford fut nommé régent de l'Angleterre, et selon les mots de la chronique anglo-saxonne, Harthacnut fut abandonné parce qu'il restait trop longtemps au Danemark. Ainsi, Harold fut couronné nouveau roi d'Angleterre, ce à quoi le Witton donna son accord. Mais Harold, par ambition, s'empara vite des trésors de son père Canute le Grand, privant Emma de Normandie de sa richesse et de son pouvoir. Les tensions montèrent en Angleterre et Godwin se vit contraint de changer de camp. Guillaume de Malmesbury rapporte que Harold, gagnant en force et en nombre, submergea la position de Godwin. Édouard et son frère Alfred Ætling ne s'intéressaient pas à la politique anglaise, et lorsqu'ils mirent pied sur le sol anglais, ils étaient accompagnés d'une suite de mercenaires normands aguerris. Leur objectif était clair et inébranlable, s'emparer du trône et restaurer l'ancienne maison de Wessex. Plusieurs théories subsistent sur la véritable motivation de leur expédition audacieuse. Les 2 princes ont-ils agi sous l'influence de leur mère, Emma de Normandie, pour reprendre la couronne, ou ont-ils agi seuls, guidés par leur sang royal? L'Iconium d'Emma affirme que l'usurpateur a élaboré un plan diabolique avec ses alliés dans le but de tuer les enfants d'Emma afin d'assurer son règne et de continuer à vivre dans ses péchés.
Il a imaginé une ruse trompeuse, rédigeant une lettre comme si elle venait de la reine elle-même, adressée à ses fils qui vivaient en Normandie. La lettre disait « Emma, reine de nom, salue maternellement ses fils, Édouard et Alfred. Mes chers fils, alors que nous pleurons la mort de notre Seigneur, le roi, je suis profondément préoccupé par votre avenir. Chaque jour, vous êtes repoussés un peu plus loin de votre royaume légitime. Je me demande ce que vous comptez faire, sachant que votre retard ne fait que renforcer la mainmise de l'usurpateur sur le trône. Il traverse villes et cités, s'attirant des alliés par cadeaux, menaces et promesses. Pourtant, le peuple préférerait avoir l'un de vous comme souverain plutôt que de rester sous son contrôle. Je vous demande instamment qu'un d'entre vous vienne me voir, vite et discrètement, pour que je vous donne des conseils avisés et explique comment récupérer votre héritage. Veuillez me faire savoir votre décision par l'intermédiaire du messager. Adieu, mes chers fils. » De nombreux historiens estiment que Harold Hereford, dans sa ruse, a probablement fait falsifier la lettre afin de tromper ses rivaux. Selon l'Iconium, Alfred et Édouard ont lu la lettre et, dans leur innocence, ont cru à la supercherie. Ils ont imprudemment répondu à leurs parents que l'un d'eux viendrait la voir. Guillaume de Jumièges raconte qu'en l'an 1036, Édouard lança un raid audacieux sur Southampton. Il remporta une victoire décisive contre les défenseurs de la ville et retourna en Normandie, ses navires chargés de butin. Cette retraite précipitée révéla une vérité essentielle. Édouard manquait de la force et du nombre nécessaires pour vraiment défier Harold. Son frère Alfred était encore plus audacieux. Avec sa suite normande, il s'aventura profondément en Angleterre, atteignant l'ancienne ville de Winchester. Mais les vents du pouvoir s'étaient retournés contre lui. L'influence d'Emma déclinait et Godwin, comte de Wessex, était maintenant le vrai pouvoir dans le sud. L'avancée d'Alfred fut vite stoppée. Godwin, toujours aussi calculateur, jura de protéger le jeune Ætheling. Pourtant, la loyauté en des temps aussi troublés était chose éphémère. Selon certaines sources, Godwin, sentant le vent tourner, trahit Alfred et le livra entre les mains de Harold Pied de Lièvre. Harold ordonna le massacre des mercenaires normands avec Alfred. Alfred lui-même fut saisi et amené devant le roi, et dans un acte cruel de représailles, Harold décréta qu'Alfred soit envoyé dans un monastère seulement pour être aveuglé, une punition si sévère qu'elle conduisit à la mort du jeune prince. La mort d'Alfred hanterait Édouard pour le reste de sa vie. Ayant perdu en exil son frère d'enfance, il ne ferait jamais totalement confiance au comte Godwin. Harold Hereford régna sur l'Angleterre pendant environ 5 ans, jusqu'à sa mort en l'an 1040. Pendant cette période, Emma de Normandie s'enfuit à la cour de son fils, Harthacnut, où tous deux commencèrent à comploter une invasion de l'Angleterre. Après la mort de Harold, Harthacnut fut invité à revenir en Angleterre et à réclamer le trône. À cette époque, il s'était déjà imposé comme roi du Danemark, et maintenant il devait régner à la fois sur l'Angleterre et le Danemark. En l'an 1041, Harthacnut invita son demi-frère Édouard à revenir de son long exil en Normandie. La chronique anglo-saxonne rapporte que Édouard fut intronisé roi, un geste qui lui accorda probablement un certain pouvoir et le plaça comme héritier de Harthacnut, ce dernier n'ayant ni épouse ni enfant. Plusieurs théories expliquent pourquoi Harthacnut a invité Édouard à revenir. Certains suggèrent qu'Emma de Normandie, sa mère, a pu influencer la décision, tandis que d'autres supposent que Harthacnut, qui était apparemment en mauvaise santé, préparait l'avenir de son royaume, bien qu'il n'existe aucune preuve de cela. Une autre possibilité est que les principaux nobles et magnates, désillusionnés par le règne sévère de Harthacnut, les ont peut-être poussés à prendre cette décision. Bien que les raisons restent floues, après 25 ans d'exil, Édouard fut enfin ramené en Angleterre à l'âge d'environ 38 ans. Il est retourné dans la terre de sa naissance, un endroit où sa famille avait autrefois été toute puissante. En l'an 1042, Harthacnut assista à un mariage à Lambeth, un événement notable dans la société anglo-saxonne et anglo-scandinave.
Le marié Tovi le Fier était alors un Danois riche et influent, et la mariée Gita était la fille d'Osgod Clapper, un grand propriétaire terrien en East Anglia. La célébration battait son plein, la salle résonnait de musique. Harthacnut leva son gobelet pour porter un toast à l'union. Selon la chronique anglo-saxonne, Harthacnut est mort alors qu'il était debout en train de boire, et il est soudainement tombé à terre avec une terrible convulsion, et ceux qui étaient bon proches de lui l'ont attrapé, et il n'a plus prononcé un mot par la suite. Le roi avait été empoisonné. Au moment où sa coupe fut vidée, son destin était scellé, et en un instant, il se tordait de douleur sur le sol, et malgré les efforts de ceux qui l'entouraient, il ne prononça plus jamais un mot. Les spéculations fusaient. Cependant, l'auteur de cet acte perfide demeure un mystère. Des rumeurs désignaient Édouard le Confesseur, le demi-frère de Harthacnut, et dernier fils survivant d'Ethelred l'Indécis et d'Emma de Normandie. Édouard avait tout à gagner à monter sur le trône, son ambition étant peut-être dissimulée sous un masque de piété. Pourtant, certains regards se tournèrent vers El Godwin, un homme dont la ruse égalait la puissance. Son implication dans l'empoisonnement semblait crédible, vu son ascension rapide et ses liens étroits avec d'autres nobles anglais. Néanmoins, la véritable identité de l'assassin de Harthacnut a été engloutie par les sables du temps, un secret si bien gardé qu'il échappe même aux historiens les plus assidus. La mort de Harthacnut a marqué un moment charnière dans l'histoire anglaise, la fin de la dynastie et de la lignée de Knut le Grand, ainsi que la restauration de la maison de Wessex. Après la mort soudaine de Harthacnut, l'Angleterre était à la croisée des chemins. Le Witan, l'assemblée des nobles les plus puissants du royaume, s'est réunie pour décider de l'avenir du trône. Les revendications danoises de l'époque viking influençaient fortement leurs délibérations. Au milieu de cette incertitude, une figure allait faire pencher la balance. Godwin, le plus puissant des comtes anglais. Godwin, maître de la stratégie politique, vit une occasion d'influencer le destin du royaume. Dans les conseils et les grandes salles, Godwin plaidait avec force pour qu'un roi anglais rétablisse le pouvoir natif, faisant appel à un sentiment d'identité et d'unité partagée, libre de toute domination étrangère. Peu à peu, ces arguments convainquirent les nobles. La noble lignée d'Édouard, enracinée à la fois dans les anciennes familles anglaises et normandes, devint le symbole unificateur dont le royaume avait besoin. Lorsque le moment fut venu, le Witan choisit Édouard pour monter sur le trône. Les manœuvres politiques de Godwin assurèrent non seulement la royauté d'Édouard, mais consolidèrent aussi son héritage en tant que faiseur de roi, dont l'influence façonnerait l'avenir de l'Angleterre. Ainsi, l'Angleterre entama un nouveau chapitre, guidé par la main ferme de Godwin et le règne d'Édouard, le Confesseur. Godwin était le joueur politique le plus expérimenté du royaume et de loin le plus riche. Cela annonçait les affrontements ultérieurs entre le roi inexpérimenté et le comte redoutable. Lorsqu'Édouard monta sur le trône, sa position était précaire. La période de domination viking avait érodé la loyauté envers l'ancienne maison de Wessex, le laissant dépendant du soutien des trois comtes les plus puissants du royaume pour maintenir le contrôle, Siward de Northumbrie, Léofric de Mercie et Godwin de Wessex. Parmi ces hommes influents, c'était Godwin qui détenait le plus de pouvoir et commandait le plus grand respect. De plus, bien que la richesse des terres d'Édouard dépassât celle des plus grands comtes, il ne disposait d'aucune véritable base de pouvoir, et il semble qu'il n'ait pas tenté d'en établir une avant de recevoir une lettre de Magnus le Bon, le roi de Norvège et du Danemark. Selon la saga du roi nordique, Magnus envoya des émissaires en Angleterre avec un message destiné au roi Édouard le Confesseur. La lettre, scellée par l'autorité de Magnus, saluait Édouard et disait « Tu as sûrement entendu parler de l'accord entre Harthacnut et moi, stipulant que le survivant hériterait de toutes les terres et sujets de l'autre. Maintenant Harthacnut est mort, et j'ai pris possession du Danemark comme mon héritage légitime. » Avant de mourir, Harthacnut régnait à la fois sur le Danemark et l'Angleterre, donc selon notre accord, je réclame maintenant aussi l'Angleterre.
je vous demande de me remettre le royaume. Sinon je viendrai avec la force du Danemark et de la Norvège pour le réclamer par les armes, et le destin décidera qui régnera. » Lorsque le roi Édouard lut la lettre, il répondit fermement « Il est bien connu de tous dans ce pays que mon père, le roi Ethelred, était l'héritier légitime de ce royaume selon les anciennes et les nouvelles lois de succession. Après sa mort, mon frère Edmond est devenu roi en tant qu'aîné et je l'ai accepté. Ensuite, après Edmond, mon beau-père Knut le Grand a pris le trône, et tant qu'il vivait, personne d'autre n'a eu l'occasion de le revendiquer. Après Knut, Harald a régné, puis Hardeknut, qui détenait à la fois l'Angleterre et le Danemark. Estimant qu'il était juste qu'il ait les deux, tandis que moi je n'en avais aucun. Mais lorsque Hardeknut est mort, le peuple d'Angleterre m'a choisi comme roi. J'ai accepté ce titre et j'ai été consacré roi et j'ai établi mon autorité, tout comme mon père l'a fait avant moi. Tant que je vivrai, je n'abandonnerai pas ma couronne. Si le roi Magnus vient avec une armée, je n'enlèverai pas une contre lui. Il ne prendra l'Angleterre que lorsqu'il prendra ma vie. Le roi Magnus avait la réputation d'être un guerrier et un roi sage, et il était le roi du Danemark et de la Norvège. Une invasion aurait pu entraîner la capitulation de l'Angleterre et la mort d'Édouard. Craignant une invasion, Édouard prit le commandement de la flotte à Sandwich. Cependant, Magnus n'envahit jamais et mourut jeune en l'an 1047 à seulement 23 ans. En l'an 1043, avec le soutien indéfectible des comtes les plus puissants d'Angleterre, Édouard prit une mesure décisive et impitoyable pour consolider son autorité en se retournant contre sa propre mère. La fureur d'Édouard était dirigée directement contre la femme qu'il avait abandonnée pendant un quart de siècle, le laissant en exil en Normandie. La chronique anglo-saxonne rapporte qu'Édouard, dans un acte de trahison profonde, ordonna la confiscation de toutes les terres de sa mère, ainsi que de ses immenses richesses en or et en argent, et d'autres trésors inestimables. Connu pour ses accès de colère, cet acte de cruauté a peut-être été motivé par un soudain accès de rage. S'emparer de la richesse personnelle de sa propre mère était en effet une décision extraordinaire, qui pourrait sembler illogique, voire incompréhensible. Pourtant, dans le contexte de la jeunesse tumultueuse d'Édouard et des profondes blessures laissées par son abandon, ces actes semblent moins étranges. Ils reflètent la relation complexe et douloureuse entre un fils qui avait souffert de trahison et un roi déterminé à affirmer sa domination, quel qu'en soit le prix. La biographie latine du roi Édouard indiquait qu'il était un homme à la prestance remarquable, d'une taille exceptionnelle et distingué par ses cheveux et sa barbe d'un blanc laiteux, son visage plein et ses joues rosées, ses mains fines et blanches et ses longs doigts translucides. Pour le reste de son corps, il était une personne royale sans défaut, agréable mais toujours digne. Il marchait les yeux baissés, d'une affabilité des plus gracieuses envers tous. Si quelque chose éveillait sa colère. Il paraissait aussi redoutable qu'un lion, mais il ne laissait jamais paraître sa colère par des éclats de voix. Ce portrait d'Édouard semble tout à fait approprié, saisissant à la fois sa nature mélancolique, reflétée par ses yeux baissés, et son tempérament fougueux, le comparant à un lion, une comparaison juste avec sa personnalité volatile et farouche, façonnée par une vie de tragédie. L'alliance entre Édouard et Godwin culmina en 1045 avec le mariage d'Édouard et de la fille de Godwin, Edith. Cette union n'était pas seulement un lien matrimonial, mais une alliance scellant la position de Godwin en tant que principal conseiller et confident du roi. Pendant cette période, Godwin offrit des conseils et une orientation à Édouard, l'aidant à naviguer dans les complexités du gouvernement d'un royaume diversifié et souvent turbulente. Parti de débuts modestes, Godwin avait fondé une maison noble, qui était également la plus puissante du royaume. Il régnait sur le Wessex, la terre la plus riche du royaume. La famille Godwin détenait désormais 3 comtés, car il avait convaincu Édouard d'accorder à son fils Harald le comté d'East Anglia et à son aîné Sweyn celui de la Mercie du Sud.
Seule la Mercie du Nord et la Northumbrie restaient entre d'autres mains. De plus, avec Édith comme reine, l'influence de la famille Sir Godwin s'infiltra dans chaque recoin du royaume. De plus, Édouard, qui venait tout juste de revenir en Angleterre en tant qu'étranger à moitié normand, sans expérience dans la politique anglaise ni dans aucun type de leadership, une lutte pour le pouvoir allait maintenant commencer entre le comte redoutable et le roi inexpérimenté. On disait que Godwin, plus que quiconque, tenait les rênes du royaume. Le roi Édouard semblait satisfait de laisser Godwin et sa puissante maison gérer le royaume, une tâche qu'ils accomplissaient avec une équité et une compétence remarquables. Cet arrangement permettait à Édouard de se consacrer à ses propres centres d'intérêt, dont beaucoup étaient issus de ses années passées en Normandie. Parmi ses amis proches figurait le comte Eustache de Boulogne. Un jour fatidique, après avoir rendu visite au roi, Eustache et sa suite prirent dehors la route du retour vers la Normandie, passant par Douvres sur leur chemin. Les Normands, sur deux, entrèrent à cheval en ville et réclamèrent un logement. Un habitant local, las de ces étrangers armés, leur refusa l'entrée. En représailles, les Normands attaquèrent, blessant l'habitant et déclenchant une violente confrontation. Une bagarre a rapidement dégénéré, entraînant près de 40 morts, dont de nombreux Normands parmi les victimes. Furieux, le comte Eustache se hâta de retourner auprès de son ami le roi Édouard, exigeant des représailles pour cet affront. Le roi, indigné que son proche ami ait été attaqué, convoqua immédiatement Godwin, exigeant que la ville située dans le comté de Godwin soit sévèrement punie. Godwin, toujours la voix de la raison, répondit que la justice du roi ne pouvait être rendue sans une audience appropriée de l'affaire. Cette réponse mesurée ne fit qu'alimenter la colère d'Édouard, et dans un épisode rare, Édouard entra dans une rage aveugle et célèbre, le rendant imperméable à la raison. Poussé par ses conseillers normands, Édouard accusa Godwin du meurtre de son frère Alfred, une accusation dont le Witton l'avait déjà acquitté. Cette accusation renouvelée, malgré l'exonération précédente de Godwin, intensifia la tension entre le roi et son plus puissant comte, préparant le terrain pour une confrontation dramatique. Dans cette atmosphère volatile, le royaume était au bord du chaos. Godwin, l'homme le plus puissant d'Angleterre, savait qu'il n'était plus le bienvenu à la cour. Le roi Édouard, consumé par la rage et le ressentiment, était las de la domination de la famille Godwin, conscient qu'ils étaient les véritables maîtres de l'Angleterre. Confronté à la fureur aveugle du roi et à ses accusations sans fondement, Godwin agit rapidement. Rassemblant ses filles, il donna l'ordre de lever une armée. Il rassemblerait les hommes du Wessex, tandis que Harold mobiliserait les forces de l'Est-Anglie. Ses autres fils furent également envoyés pour rassembler des partisans fidèles à travers tout le pays, chaque recoin du royaume répondant à l'appel de la maison de Godwin. En parallèle, Édouard consolidait sa position et rassemblait de ses partisans. À ses côtés se tenaient les Normands, habiles au combat et réputés pour leur armure. De plus, Édouard obtint l'alliance des comtes anglais Léofric de Mercie et Siward de Northumbrie. Ces comtes, peut-être désireux de voir leurs rivales de la maison de Godwin humiliés, promirent leur soutien au roi. Les hommes du Wessex, endurcis par des années de service sous leur comte, se préparèrent au combat. Le roi Édouard fut bientôt informé que Godwin et sa troupe armée étaient en mouvement. Le comte, non intimidé par la colère du roi, exigea de réfuter les accusations du meurtre d'Alfred et voulut poursuivre Eustache en justice pour les violences à Douvres. Devant un sexe, Édouard, sentant la gravité de la situation, gagna du temps et convoqua les comtes du Nord. Le cri de trahison résonna dans la cour et la réaction fut immédiate. Les comtes du Nord, accompagnés de leurs querelles de comté, marchèrent vers le sud, prêts à affronter Godwin. La scène était prête pour la guerre civile et une réunion cruciale fut organisée à Londres pour résoudre la crise. Alors que l'armée de Godwin approchait la capitale, elle fit face à son roi.
Malgré leur loyauté envers Godwin, la vue d'Édouard, leur souverain, provoqua de l'hésitation dans les rangs. Craignant les répercussions, les confiscations de terres et la colère de l'Église, beaucoup de soldats de Godwin commencèrent à se disperser. Saisissant l'occasion, Édouard déclara que Godwin et son fils Harald devaient se présenter devant le trône. Godwin, méfiant d'un piège, chercha des garanties pour sa sécurité, mais Édouard resta inflexible et n'en offrit aucune. Acculé et pris de court, Godwin se retrouva face à un choix impossible. Se rendre et risquer sa vie, ou tenir bon et plonger le royaume dans la guerre. Comprenant l'inutilité de la résistance, Godwin se prépara à l'exil. Début octobre, Godwin et ses fils furent déclarés hors la loi et eurent 5 jours pour quitter l'Angleterre. Les hommes de Douvres, qui avaient déclenché le conflit initial, restèrent impunis. Godwin, accompagné de son épouse Githa et de leurs fils Tostig et Geert, s'enfuit en Flandre. Harald et Leofwin prirent la mer en direction de la forteresse norvégienne de Dublin, cherchant refuge parmi les guerriers vikings. Pendant ce temps, la fille de Godwin, Edith la reine, fut envoyée dans un couvent et dépouillée de tous ses biens royaux, rappel brutal de l'autorité absolue du roi. Ainsi, la puissante maison de Godwin fut dispersée, son pouvoir brisé, son influence diminuée. Le geste calculé d'Édouard n'avait pas seulement neutralisé son plus grand rival, mais avait aussi réaffirmé son contrôle sur le royaume. L'ombre de l'ambition de Godwin s'estompa, laissant Édouard régner sans opposition, son trône assuré. Pour l'instant. Cela ne pouvait durer. Les actions du roi se répandirent trop vite, déclenchant une vague de dissidence dans le royaume. L'opinion publique se retourna contre Édouard, alimentée par l'indignation du peuple. Les Anglais, privés des 2 droits fondamentaux qu'ils chérissaient par-dessus tout, le droit de vivre en paix chez eux et la protection de la loi, virent alors leur patience s'amenuiser. Le peuple vénérait Godwin, se souvenant de lui comme du comte inébranlable qui avait défendu la paix et la justice pendant des décennies. Sous sa direction, le royaume avait prospéré et la justice était accessible à tous. En contraste frappant, le roi Édouard, asservi par l'influence de ses alliés normands, semblait indifférent aux besoins de ses propres sujets. Il favorisait les intérêts de ses amis normands au détriment du bien-être du peuple anglais, une trahison qui ne passa pas inaperçue. Les récents de la trahison d'Édouard résonnaient en fruit dans les villages et les villes, ravivant la mémoire collective de jours meilleurs sous le règne de Godwin. Les murmures de mécontentement grandissaient, devenant des appels à la justice. Ils ne pouvaient ne plus tolérer un roi qui leur avait tourné le dos, privilégiant les intérêts étrangers et abandonnant le peuple même qu'il avait juré de protéger. Pendant ce temps, en Flandre, Godwin, avec ses vastes trésors d'or, rassemblait une armée de mercenaires déterminés à retourner en Angleterre et à défier le roi. En l'an 1052, Godwin fit un geste audacieux en débarquant sur l'île de Wight pour jauger la loyauté des hommes du Wessex. Ces hommes qui avaient déconnu Godwin comme leur seigneur pendant plus de 30 ans se souvenaient de son règne équitable et juste. Animés par la nostalgie et la loyauté, ils se rallièrent à ses côtés, lui apportant soutien et provisions. Peu de temps après le retour triomphal de Godwin sur l'île de Wight, ses fils Harald et Leofwin arrivèrent de Dublin avec 9 navires, rejoignant l'armée de leur père qui ne cessait de grandir. Dans une tentative désespérée de trouver du soutien, Édouard convoqua les comtes du royaume. Mais les plus puissants d'entre eux, Léofric de Mercie et Suard de Northumbrie, sentant le vent tourner, choisirent de ne pas se présenter. Le roi se retrouva isolé, en infériorité numérique et privé du soutien des plus puissants seigneurs d'Angleterre. Godwin et ses fils se rendirent bientôt à Londres, où la réputation et le charisme de Godwin conquirent rapidement les Londoniens. Leur soutien grossit ses rangs, ajoutant à la force redoutable qui se dressait désormais contre le roi.
Naviguant sous le pont de Londres, les troupes de Godwin débarquèrent et firent à nouveau face à l'armée d'Édouard de l'autre côté de la Tamise, comme ils l'avaient fait en l'an 1051. L'air était chargé de tension, la menace d'un bain de sang planait. Édouard, malgré sa volonté de se battre, fut influencé par ses conseillers craintifs, conscients de la colère et de l'influence de Godwin. Une trêve fut négociée et une réunion du Witan fut convoquée pour déterminer le destin de l'Angleterre. Le Witan, désormais formé de Leofric et Siward, s'est réuni pour délibérer. Godwin se tint devant l'assemblée, jurant solennellement qu'il n'avait joué aucun rôle dans la mort d'Alfred Etheling et que sa famille ne nourrissait aucune intention traîtresse. Le Witan et le roi réticent acceptèrent son serment. La famille Godwin fut rétablie dans ses terres et ses fonctions, un développement qui affecta profondément l'équilibre des pouvoirs. Un accord fut conclu selon lequel, à la mort de Godwin, Harold, son fils, hériterait du comté de Wessex. Le Witan conclut que la crise de 1051 avait été alimentée par de mauvais conseillers qui avaient influencé le roi à prendre des décisions désastreuses. Ainsi, les favoris normands d'Édouard à la cour furent bannis. Godwin avait brillamment déjoué le roi par son habileté politique. Édouard, humilié et vaincu, ne remettrait plus jamais en cause l'autorité de Godwin. La famille Godwin régnait de nouveau sur l'Angleterre, son influence demeurant incontestée. Cependant, le triomphe de Godwin devait être de courte durée, car les caprices du destin étaient toujours imprévisibles. À peine un an après le retour triomphal de Godwin d'exil en l'an 1053, il mourut soudainement après s'être effondré lors d'un banquet royal à Winchester. Les récits contemporains indiquaient qu'il était mort d'une maladie soudaine, probablement une attaque. Le deuxième fils de Godwin, Harold, lui succéda en tant que comte de Wessex, tandis que l'ancien comté de Harold en East Anglia fut attribué à Elfgar, le fils du comte de Mercie. Le fils aîné de Godwin, Sweyn, ne put revendiquer aucun titre en raison de son pèlerinage à Jérusalem, au cours duquel il périt en septembre de l'an 1052 lors du voyage de retour. Au cours des années suivantes, plusieurs comtés devinrent vacants et furent accordés aux frères cadets de Harold, consolidant ainsi davantage le pouvoir de la famille. En l'an 1055, Siward, le comte de Northumbrie, mourut et fut remplacé par le frère cadet de Harold, Tostig. Puis, en l'an 1057, le comte de Mercie mourut et fut remplacé par son fils Elfgar, ce qui libéra l'Est-Anglie. Une version réduite de ce comté fut accordée à un autre des frères de Harold, Gurt, tandis que les comtés d'Essex, Hertfordshire, Buckinghamshire, Middlesex, Surrey et Kent furent fusionnés en un nouveau comté pour un autre des frères cadets de Harold, Leofwine. Ainsi, sous le règne d'Édouard le Confesseur, la famille Godwin en vint à dominer presque toute l'Angleterre, à l'exception de la Mercie. À cette époque, le roi Édouard se contentait en grande partie de laisser le gouvernement effectif du royaume entre les mains compétentes de ses puissants comtes. Des historiens remettent en question l'étendue du pouvoir d'Édouard. Dans des sources contemporaines telles que la chronique anglo-saxonne, les Godwinson menaient la guerre contre le pays de Galles et lançaient d'autres expéditions militaires de leur propre initiative. C'est seulement Jean de Worcester, écrivant près d'un siècle plus tard, qui insère dans le récit de la chronique la phrase « sur l'ordre du roi ». Cela reflète l'autorité des Godwinson en Angleterre et le fait qu'ils gouvernaient réellement le pays. Encore une fois, Édouard n'était roi que de nom. En octobre 1065, lors d'une chasse avec le roi Édouard, Tostig, frère de Harold et comte de Northumbrie, dut affronter une rébellion soudaine sur ses terres. Ces Tan, mécontents de son règne qu'ils jugeaient oppressif, se sont révoltés contre lui et ont tué 200 de ses partisans. Ils élurent vite Morcar, frère d'Edwin de Mercie, comme nouveau comte. Tostig avait été le favori du roi et de la reine, qui insistèrent pour que la rébellion soit écrasée. Cependant, malgré ses liens étroits avec la famille royale, ni son frère Harald ni aucun de ses autres partisans ne se rallièrent à la cause de Tostig.
Face à cette trahison, Édouard fut contraint de bannir Tostig d'Angleterre, une décision qui déclencha des événements qui allaient en s'avérer catastrophiques par la suite. Pendant les 24 années de règne d'Édouard le Confesseur, il resta sans enfant avec sa reine Édith, scellant ainsi la fin de la lignée directe de Wessex. Pourtant, l'héritage de la maison de Wessex subsistait dans l'ombre. Le frère aîné d'Édouard, Edmond Côte-de-Fer, avait eu des enfants avant sa mort. À sa mort, ils furent secrètement envoyés en Europe, probablement pour les sauver de l'exécution. Parmi eux, un fils survivant nommé Édouard, plus tard connu sous le nom d'Édouard l'Exilé. En apprenant que l'exilé était toujours en vie, Édouard le Confesseur le fit revenir en Angleterre en 1056, dans l'espoir d'en faire son héritier. Édouard l'Exilé représentait le dernier espoir d'une succession sans heurts et incontestée à la maison royale saxonne. L'exilé, accompagné de sa femme et de ses enfants, retourna enfin en Angleterre en l'an 1057, mais tragiquement, il mourut quelques jours plus tard, le 19 avril, sans jamais avoir rencontré son cousin le roi. Cette mort soudaine a longtemps laissé les historiens perplexes. Une théorie dominante particulièrement appréciée par les historiens normands est qu'Édouard avait toujours eu l'intention que Guillaume le Conquérant lui succède. Ayant passé 25 ans en Normandie et étant le cousin issu de Germain de Guillaume, un lien de sang fort existait entre eux. On pense que Guillaume aurait pu rendre visite à Édouard pendant l'exil de Godwin et qu'Édouard aurait pu lui promettre le trône. Cependant, la sincérité de cette promesse est débattue, car de nombreux historiens se demandent si Édouard avait réellement l'intention de la tenir, ou s'il a changé d'avis par la suite. De plus, Guillaume avait capturé Harold Godwinson, l'homme le plus puissant d'Angleterre, et l'avait contraint à prêter serment de soutenir sa revendication au trône d'Angleterre. Bien que la nature de ce serment reste incertaine, il est probable que Harold ait été forcé de le prêter sous la contrainte. Édouard l'Exilé avait un fils nommé Edgar Ætheling, qui aurait eu 14 ans en l'an 1066. Edgar, bien qu'encore enfant, était le dernier héritier mâle survivant de la lignée de Wessex, ce qui faisait de lui le prétendant légitime au trône selon la loi anglaise, bien qu'Édouard ne l'ait jamais officiellement désigné comme tel avant sa mort. En l'an 1066, lorsqu'Édouard le Confesseur était sur son lit de mort, il n'avait toujours pas clarifié sa préférence pour la succession. Avant de mourir, cependant, il confia le royaume à la protection de Harold, son plus puissant comte et l'homme le plus redoutable d'Angleterre. L'échec d'Édouard à désigner un successeur clair créa un dangereux vide de pouvoir. Cette incertitude allait finalement déclencher le plus grand bouleversement de l'histoire anglaise, marquant la fin de la maison de Wessex et la fin de la culture anglo-saxonne. La décision d'Édouard de bannir Tostig d'Angleterre allait déclencher une série d'événements qui allaient bouleverser de façon spectaculaire l'avenir du royaume. Tostig, autrefois un comte loyal, fut exilé après son règne oppressif en Northumbrie qui provoqua une rébellion. Privé de son pouvoir, Tostig chercha à se venger et se tourna vers Harald Hardrada, le légendaire roi viking de Norvège, pour l'aider à reprendre son titre. Hardrada était un guerrier redoutable, réputé comme l'un des rois les plus redoutables de l'histoire viking, et il répondit à l'appel de Tostig, amenant avec lui une puissante flotte pour envahir l'Angleterre. En septembre de l'an 1066, les forces de Hardrada affrontèrent l'armée anglaise à la bataille de Fulford, où elles vainquirent de manière décisive les troupes des comtes du Nord. Cependant, son triomphe serait de courte durée. 5 jours plus tard, à Stamford Bridge, Harold Godwinson, nouveau roi anglais, affronta l'armée de Hardrada lors d'une bataille devenue légendaire. Malgré la prouesse de Hardrada, les forces de Harald réussirent à remporter une victoire écrasante, mettant fin à la menace viking en Angleterre. Pourtant, cette victoire fut douce amère, car l'armée de Harald, épuisée par la bataille féroce, devait maintenant faire face à une autre invasion venant du sud. Alors que Harald célébrait son triomphe à Stamford Bridge,
Guillaume de Normandie, qui nourrissait depuis longtemps des ambitions pour le trône d'Angleterre, se préparait à traverser la Manche. Guillaume et son armée de Normands et alliés ont débarqué en Angleterre fin septembre 1066. La bataille décisive de Hastings suivit bientôt l'un des moments les plus marquants de l'histoire anglaise. Harold, épuisé par sa récente bataille contre Hardrada, affronta les troupes de Guillaume à Hastings. Dans une lutte acharnée, l'armée de Harold fut submergée et Harold lui-même fut tué. La victoire de Guillaume à Hastings marqua la fin du règne anglo-saxon en Angleterre et l'aube de la conquête normande. Le règne de Guillaume fut décisif. Il chercha à consolider son contrôle sur le territoire en construisant un vaste réseau de châteaux et de fortifications. Il établit une nouvelle aristocratie normande, remplaçant la noblesse anglo-saxonne par ses fidèles partisans. Le mode de vie traditionnel anglo-saxon fut lentement érodé, remplacé par les coutumes et la langue des Normands. Cela marqua la fin d'une époque car la culture anglo-saxonne fut progressivement absorbée dans le monde normand. Par un coup du destin, Édouard le Confesseur, l'homme dont le règne avait vu l'Angleterre vaciller politiquement, serait canonisé par l'Église anglaise en l'an 1161. Édouard, malgré ses accès de colère et son amour pour la chasse, devint le seul monarque anglais à être fait saint. Sa canonisation a été considérée par de nombreux historiens comme une manœuvre politique, un moyen d'élever la sainteté de son règne, surtout compte tenu des circonstances de son mariage sans enfant avec Édith. Certains pensent qu'Édith a commandé la vie du roi Édouard, non seulement pour glorifier son mari, mais aussi pour s'absoudre de toute responsabilité quant à l'absence d'héritier. En présentant Édouard comme un saint qui a renoncé aux désirs terrestres, y compris à la couche conjugale, elle pouvait éviter d'être tenue responsable de l'échec de la lignée royale anglaise. Malgré cette élévation religieuse, l'héritage d'Édouard le Confesseur est entaché de controverses. Son incapacité à assurer une succession claire et son échec à agir de manière décisive dans le paysage politique de l'Angleterre ont finalement conduit à la chute de la maison de Wessex. Le règne d'Édouard a préparé le terrain pour la conquête normande, un tournant majeur qui a transformé à jamais le royaume anglais. D'un garçon traumatisé à un roi politiquement faible, les décisions d'Édouard, en particulier dans les années précédant sa mort, ont directement contribué aux événements qui ont mené à la défaite de l'Angleterre à Hastings. À mon avis, la chute de la maison de Wessex et la fin subséquente de l'Angleterre anglo-saxonne peuvent être attribuées sans conteste à Édouard. Un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne, et je vous apprécie tous énormément. Un grand merci à John Seitz. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez, abonnez-vous, partagez et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de History Profiles.